Olivier. Oui. Alexandre. Voilà, j'avais envie, après ce projet, qu'on se réunisse. C'est un projet qui a démarré il y a quelques années. Tu te rappelles, Olivier, quand on s'est rencontrés avec Sébastien. C'était encore un projet qui n'était pas encore à l'écriture. On avait fait cette promesse d'être fidèle, en tout cas, à la démarche qu'avait ton père. Et je trouvais, avec justesse, j'espère qu'Alexandre te rencontre pour que justement on parle un peu de ce que lui a ressenti, du travail qu'on a fait. Et puis surtout, il y a des choses qui m'intéressent, par rapport à toi aussi, le nombre de fois qu'on a dû te demander de participer, d'accompagner des œuvres. En tout cas, voilà, je voulais aussi te dire merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir jamais enlevé aussi cet accompagnement. Et puis, voilà. Bah, moi, tout d'abord, je veux dire que c'est un honneur d'être là devant vous. Ça représente beaucoup. Il y a beaucoup de stress, bien sûr, mais je serais content d'être là devant vous. C'est un stress positif, j'espère. C'est un stress positif, mais c'est aussi le stress d'une part de responsabilité. Oui. Ouais. Bah, je vous remercie pour votre engagement, pour la réalisation de ce film. Moi, je suis un spectateur. Peut-être privilégié parce que je suis le fils de Fanon, mais je ne suis que le fils de Fanon. Hein. Je ne suis pas l'héritier testamentaire, ni l'héritier révolutionnaire de mon père. Mais j'estime que je suis dans le même sillage que mon père. J'ai pris fait et cause pour son engagement très tôt. Et aujourd'hui, je milite dans la même direction que mon père. Alors, tu sais que pour réaliser ce film, moi j'ai eu un déclic. C'est un déclic qui s'est passé à l'âge de 14 ans, 15 ans. Je venais d'arriver en France à l'âge de 6 ans. J'avais vraiment pas beaucoup de conscientisation, mais une mère qui était très présente dans mon éducation, où la culture créole était très 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 prégnante. Mais il y avait quand même une sorte de masse, je veux dire, qui tout le temps essaie de nous enlever, en tout cas le peu de choses qu'on avait de chez nous. Et puis un jour, je passe à la bibliothèque, et puis la personne qui gardait cette bibliothèque m'a mis un livre dans la main. Je devais avoir 14 ans, c'était Peau noire pour masque blanc. Et je pense que c'était un livre fondateur sur ce que je suis devenu. Parce qu'en partant de la bibliothèque, il m'a dit une chose, je m'en souviens très bien, il m'a dit « Vas-y doucement, c'est assez compliqué à lire ». Et moi, je n'ai pas compris, c'est compliqué à lire. Quand je suis entré chez moi, ce livre, je l'ai dévoré en 2 jours. Mais quand je l'ai dévoré, c'est que tout était limpide. Et puis c'est maintenant que je comprends pourquoi je l'ai dévoré. Parce que ce qu'il y avait dans le livre de ton père, c'était exactement dans l'état d'esprit dont je vivais. Donc tout ce qui reflétait dans ce livre-là, c'était aussi de mon intimité, de mon questionnement. Et c'était tellement fort pour moi que le reste du parcours que j'ai fait, jeune homme et homme, et puis quand je suis entré dans le cinéma, le travail de France Fanon m'a toujours servi d'équilibre. Mais à la fois pour essayer de passer des messages sans passer des messages qui pouvaient être aussi des désinformations ou des fois des caricatures sans le savoir. Tu vois, des fois tu penses à quelque chose de bien pour ta communauté, pour l'humain, mais comme tu as un esprit qui n'est pas encore désaligné, tu envoies des contre-informations. Et lui m'a permis sur tous mes films d'avoir toujours la justesse de dire quand je dis quelque chose, c'est avec tout le parcours que Fanon met dans ses livres. Donc voilà, je pense que ce livre a été vraiment la pierre fondatrice de mon travail en tant que réalisateur. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que très tôt, j'ai compris que ce livre-là allait vraiment me permettre de me hisser hors dehors de tout ce que les médias, de toutes les informations, de toutes les transformations dont on était en marche forcée. Tu vois? Oui, totalement. Hein. Moi, c'est le même effet que ça m'a fait, le bouquin Peau noire masque blanc, quand tu me l'as mis dans les mains. En fait, moi, j'ai eu le même ressenti que toi. J'en ai parlé un petit peu de ce livre-là, et on m'a dit, ouais, tu verras, c'est un peu compliqué à lire. C'est vrai. C'est drôle. Hein. Mais de toute façon, moi, je partais du principe que ça allait être compliqué à lire, parce que je partais du principe que c'était un psychiatre qui l'avait écrit, et que moi, n'ayant pas fait des études de psychiatrie, ça allait être compliqué pour moi de comprendre certains termes et comprendre sa thèse. Du coup, je me suis dit, ne cherche pas à intellectualiser le livre,
va chercher l'humanité dans le livre. Et moi, en recherchant cette humanité, je l'ai trouvée. Et c'est grâce à cette humanité que j'ai compris les propos et le récit. Et c'est vrai que moi, il m'a changé, comme toi. Il m'a fait comprendre plein de choses. Il a fait écho à des choses que j'ai pu vivre. Et peut-être à la manière dont je me comportais, moi, dans la vie de tous les jours. Et pourquoi, et ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi j'avais du mal, peut-être, à me construire en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Parce que je pense qu'il y avait des barrières et des blocages qui étaient installés par la manière dont moi-même je pensais que je devais me comporter. Et du coup, en fait, tout ça, ce bouquin, il a fait en sorte que toutes ces barrières s'écroulent. Il a ouvert mon regard sur le monde qui nous entoure, forcément, sur l'histoire, sur le regard que je pouvais avoir sur les autres et celui que je pouvais avoir sur moi-même. Donc il m'a quand même aidé, il m'a vachement éduqué, il m'a permis de me développer. Ouais. Donc je comprends totalement ce que tu dis. Moi j'ai une petite question. Mais pourquoi on dit souvent que les livres de ton père sont compliqués à lire? C'est quelque chose qui revient souvent pour toi ou pas? Sont compliqués, tout dépend du lecteur. Le lecteur occidental, Et voilà. Il il n'a pas les codes? n'y a pas de code pour le lecteur occidental puisqu'il ne s'imprègne pas de la vie de Fanon. Et pour s'imprégner de la vie et du vécu de Fanon, il faut être colonisé. Et un lecteur colonisé comprendra plus rapidement le message que Fanon veut faire passer à travers son livre. C'est tout simplement. Voilà. C'est un message, c'est un éveilleur de conscience. Aussi bien pour Noir Masque Blanc que Les Damnés de la Terre. Moi, j'ai lu Les Damnés de la Terre plusieurs fois, j'en ai débattu avec des indépendantistes, on touche aux Antilles. J'en ai parlé avec des indépendantistes qui m'ont dit « mais j'ai lu Les Damnés de la Terre ». Et moi je dis « so what ?» Et alors? Bon, c'est un très bon livre. Je dis « oui, mais on ne peut pas lire Fanon, refermer le livre et continuer à somnoler. » Non, c'est impossible. Il faut faire bouger. Il faut noiler, comme on dit. Et l'Antillais, pour revenir encore aux Antilles, est gêné par Fanon. Fanon, c'est un peu l'empêcheur de dormir tranquille. C'est le miroir. C'est le miroir. C'est le miroir qui nous remet face à notre C'est-à-dire que c'est vrai, ça leur renvoie son... Enfin, pas son immobilisme, mais ça leur renvoie aussi à... La réalité. C'est vrai, à la réalité. La réalité. Mais n'empêche que c'est aussi une source aussi pour pas lâcher, quoi, de continuer le combat. Fanon est décédé en 1961, on est en 2025, la situation est la même. Ouais. Et je ne suis pas le seul à le dire. Un des Antillais les plus connus aujourd'hui, Teddy Riner, l'a rappelé il y a 2 jours. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Et c'est pour ça, moi, que quand moi je me suis engagé sur le scénario, sur le film avec Jean-Claude, je l'ai pris comme une mission, moi, pour ma part, après avoir lu ce bouquin. Bien sûr, j'ai lu L'enceinte de la Révolution algérienne, j'ai lu Les Damnés de la Terre, parce que c'est les 3 livres qu'il fallait que je lise d'abord pour pouvoir faire mon travail afin de l'incarner. Et aussi par rapport à l'époque qui était racontée. Et puis à un moment, je me suis posé, je me suis dit, sors un peu de tout le travail que tu es en train de faire et réfléchis à ce que tu veux vraiment faire et ce que tu vas apporter dans ce projet. En dehors d'incarner un rôle, parce qu'on ne va pas se mentir, en étant totalement honnête, ce rôle, c'est un cadeau pour un comédien. C'est un cadeau parce que c'est un rôle d'une grandeur, avec un combat noble, et qui met forcément en valeur le comédien. Mais moi, j'ai eu besoin de sortir de cela. Et je me suis dit, sors de ton travail de comédien, retourne à ton humanité et choisis ce que tu veux en faire. Pourquoi? Parce que moi, petit, j'ai grandi au Cameroun et je me souviens que plus jeune, quand tout le monde essayait de trouver un peu sa voie et de savoir ce qu'ils allaient faire, moi, j'arrivais pas à la trouver ma voie. Parce que j'avais toujours une voix dans ma tête qui me disait « tu appartiens à quelque chose, mais tu ne sais pas encore ce que c'est, tu es fait pour envoyer un message ». Et souvent, je le partageais avec mes proches. Et souvent, tout le monde me disait « mais je pense que tu te trompes peut-être. Commence à réfléchir à ce que tu veux faire, parce que si tu perds du temps, tu vas te retrouver dans une situation de précarité et tu ne pourras plus rien faire. » Mais j'ai choisi de ne pas écouter les autres parce que cette voix était là tous les jours. Je me souviens, j'avais un quartier dans lequel j'allais, il y avait une forme de pelouse sur laquelle j'allais me coucher à 17h30 en attendant le coucher de soleil et je regardais le ciel. Et j'avais l'impression que le ciel me parlait et me donnait raison sur mon choix. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de savoir et de comprendre d'où venait ce message et ce que j'allais faire. Et c'est quand j'ai rencontré Jean-Claude et quand j'ai rencontré ton père, dans ses livres, que j'ai compris la mission. Donc,
C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai fait ce travail-là. Je me suis dit, mets-toi, éloigne-toi du travail d'acteur. Reviens à qui tu es et essaie de comprendre pourquoi tu es là. Et là, je me suis dit, c'est ça. Je pense que j'étais préparé depuis le début. Toute ma vie, j'ai été préparé pour ce moment-ci. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ma responsabilité, en tout cas, c'est d'essayer de transmettre un message qui est le sien, mais d'essayer de transmettre le mien aussi, à travers le sien. Parce que son combat, je ne dirais pas que son combat est le mien, mais il m'a rappelé en fait ce que j'ai toujours été quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire les convictions que j'avais par rapport à la différence des autres, l'envie de rassembler les gens, de fédérer. Parce que je partais du principe que cette différence que les uns et les autres avaient était peut-être pouvait devenir un atout pour un groupe. Et souvent, j'ai dû faire face à des gens qui rejetaient cette idée-là, qui avaient toujours besoin soit d'être de leur côté, c'est-à-dire des gens qui avaient peut-être une noblesse que d'autres n'avaient pas. Ouais. Et je traînais aussi avec des gens qui n'avaient pas les mêmes moyens. Et moi, j'avais besoin d'être avec ces gens-là. Et souvent, je rencontrais des difficultés face à ça. Et donc, je me suis dit, utilise tout cela, ce vécu-là, et fais-le passer aussi à travers ce message. Je ne pense pas que tu vas dénaturer le récit de Frantz Fanon. Garde-le, c'est la priorité. Mais je pense que tu peux rajouter ce récit qui t'appartient dans ce message-là. C'est pour ça que c'est comme ça que je me suis engagé dans le personnage. Très bien. Pour être totalement honnête, je pense que tu le sais, hein, moi j'ai approché ce rôle avec beaucoup d'appréhension et beaucoup de peur. Donc le seul moyen pour moi d'approcher ce personnage, c'était de revenir à moi, à ce que j'étais, à mon humanité. Parce que je n'ai pas son intellect, je n'ai pas mené ce combat à sa place. La seule chose que je pouvais lui offrir, c'était mes émotions et une partie de mon vécu. Et moi j'ai une question pour Olivier. De toute façon, on sait maintenant que le rêve suprême de tout réalisateur ou écrivain, c'est d'approcher la parole la plus proche de Fanon. Est-ce que tu es souvent déçu des œuvres que tu lis, ou des films que tu vois, ou des documentaires qui sont autour du travail de ton père? Déçu. Ouais, est-ce que tu sens qu'il manque encore des fois quelque chose, on passe à côté ou... Il y a un message primordial que Fanon transmet à travers son engagement et son travail, c'est l'indépendance des peuples colonisés. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Fanon a été réapproprié par les Black Panthers, a été réapproprié au Zaïre, au Vietnam, en Algérie, Che Guevara. Che Guevara aussi. C'est des gens qui étaient inscrits dans une lutte. Oui, des coloniales. Des coloniales, c'est vrai. Fanon n'est pas figé. Oui, bien sûr. Fanon, c'est pas un mausolée, une statue qu'on va vénérer ou idolâtrer. Fanon interpelle, Fanon est vivant. Et le fait d'en parler, moi je ne suis pas un critique de Fanon. Mais le fait de faire des films, des articles, d'interviewer des gens, c'est rendre vie à Fanon, faire vivre Fanon. Donc je me garderai de loin l'idée de critiquer ou d'être déçu ou de m'interpeller. Ouais, pour moi, le message passe, quel que soit le réalisateur, ou, voilà, l'auteur. Le message fanonien passe. Parce que ça renvoie à Fanon, ça renvoie à ses écrits, à son engagement. Ouais. Ouais. Et ce qui est nécessaire, moi, je trouve, parce que moi, quand Jean-Claude m'a présenté le scénario, j'avais quand même assez honte de me dire que je découvrais l'histoire de Fanon qu'à ce moment-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'en a jamais parlé à l'école? Pourquoi on n'en parle pas? Et je me suis dit peut-être qu'il y a eu une forme de censure qui est forcément liée à ce qu'il raconte dans ses bouquins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plaisir et c'est bien qu'on en parle un peu plus, qu'il y ait des réalisateurs, des auteurs qui fassent un peu plus d'œuvres sur lui. Parce que tu vois, c'est ça, j'ai l'impression que parfois, Fanon, c'est un peu le passe-droit. C'est dès qu'on en a besoin, hop, on sort la carte Fanon et là, les choses, on se réhabille, on se réhabilite même. Et puis là, on a le droit de passer entre les lignes et puis... Tout à fait. Ça reste encore ce que tu disais à chaque fois, c'est que... Et moi, je comprends vachement bien Alexandre quand il dit qu'il n'avait qu'une seule chose à faire, c'est lui donner son humanité. Parce que c'était ça la vraie démarche, c'était de rendre un Fanon humain. C'était vraiment essayer de le rendre palpable, qu'on touche, qu'on va respirer, enfin tout ce que tu vas apporter. Ah oui, c'est pour ça que moi
Il y a un audio de votre ou ton père qu'on peut retrouver sur YouTube. Moi, je l'ai écouté. Déjà, ça m'a fait du bien de l'écouter. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, je ne vais pas essayer de copier sa voix. Sa voix, c'est sa voix. C'est pas ma voix. Surtout parce que j'avais peur d'en faire une caricature. Parce que dans sa voix, il s'exprime super bien. Il a une diction parfaite. Il y a quand même des intonations qui sont liées à sa culture que je ne voulais pas déformer. Donc je me suis dit, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Je vais préférer, moi, garder la même diction qu'il avait, garder la diction qui était propre à cette époque-là, mais à travers ma voix, moi. Et puis après, le reste, comme tu disais, c'était juste de l'humanité. Mais après, il est clair que comme il n'y avait pas non plus beaucoup de vidéos de lui, j'ai dû, moi, créer un personnage qui correspondait à la psychologie que j'avais pu entrevoir dans ses livres et garder cette élégance que moi je voyais dans ses écrits et trouver une gestuelle qui correspondait un peu à ses récits. Ça, c'est un travail que j'ai fait aussi avec Jean-Claude parce qu'il m'a apporté des outils. Moi, je pense, après tout ça, c'est toujours délicat de savoir où est la marge de travail qu'a un comédien, de ce qu'on peut lui donner à voir, à faire, parce qu'il y a aussi une... Tu vois, en fin de compte, pour moi, la réalité, c'est que quand on a l'obligation d'être dans un biopic et de pouvoir au moins retranscrire quelque chose qui va unanimement mettre tout le monde d'accord, parce qu'on voit quelque chose et il n'y a pas un fantasme, en tout cas, il y a maintenant autour de Fanon des images qui sont très claires dans la pensée des gens. Il y a un visage, il y a une cicatrice, il y a des choses qui sont très claires. Et que quand, je ne dis pas pour la première fois, mais quand quelqu'un a cette force de le réincarner et de proposer quelque chose qui est de sa responsabilité, moi je me dis, voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment repartir sur une copie blanche, quoi. Il ne s'agit pas, comme tu as dit, d'être un buvard et de prendre... C'est vrai que tu me disais au départ. C'est vraiment de partir sur une belle copie et puis si il y a une sincérité et puis c'est aussi, alors je dis vraiment, il y a un travail qui est en commun parce qu'il y a des ajouts qui sont forts, qui sont les costumes, les décors, qui sont aussi la lumière, qui font que le personnage peut vivre et puis vraiment être crédible d'une façon cinématographique et on sort du documentaire. Là, je pense que chacun fait sa part. Exactement. Chacun fait sa part. Mais la responsabilité, et là je suis d'accord avec Alexandre totalement, elle incombe d'abord au comédien puis son investissement propre, quoi. On ne va jamais demander, je veux dire, si jamais demain il aurait décidé, entre guillemets, de venir avec une voix qui n'était pas d'abord validée, bah, tout le monde dit, mais non, on n'est pas d'accord, la profession elle n'est pas là, quoi. Mais par contre, oui, pour demain, venir avec une proposition qui fait sens, quoi. Et là, je veux dire, tout le monde dit, waouh, on est en tout cas lancé avec un vrai leadership sur le chemin d'accompagner, en tout cas, et comme tu as dit tout à l'heure, permettre à François Fanon de vivre à travers ce projet, parce qu'évidemment, il y en a d'autres et tout, mais en tout cas, ce projet-là, il va vivre correctement et avec une vraie sincérité. Et puis là où moi je suis, pour finir sur cette phrase-là, ce qui me plaît et ce qui m'a toujours plu dans le cinéma, c'est que ton père, pour moi, faisait partie des personnages épiques. On ne peut pas filmer un biopic si le personnage n'a pas une vie incroyable, quoi. Il a une vie incroyable. Et c'est le point de départ. C'est que même s'il est rentré dans l'histoire, il a fait de son histoire une vie passionnante. Je ne suis pas romanesque. Courte mais intense. Mais c'est ça. C'est ça. Pas oublier qu'il est mort à 36 ans. Mais est-ce que c'est pas ça qui le rend un peu hors norme, le fait qu'il soit mort si tôt? Je sais pas. Moi, en tout cas, moi à mon sens, c'est pas forcément sa mort. Sa prise de conscience. C'est sa prise de conscience aussitôt. Mais elle aurait pu perdurer, sa prise de conscience. Mais le fait qu'il y a conscience à 18 ans. 18 ans. Ouais. Ça, c'est précoce. Son engagement. Donc il est exceptionnel, alors. Le bouquin, la thèse écrite, je me trompe, c'est 27 ans. 27 ans. Quand on lit ça, on se dit, j'ai l'impression que c'est un monsieur de 50 ans qui l'a écrit, avec une vision aussi moderne que celle qu'on a aujourd'hui, dans les années 50. Ouais, c'est fort. Et qu'est-ce qui accélère tout ça? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il part s'engager en France pour libérer la France? Est-ce que c'est un état d'esprit déjà d'aventure? Il part s'engager, c'était la dissidence. Hein. Donc il est parti avec Marcel, avec Monville. Il avait 18 ans. 18 ans, c'est ça, oui. Et le point de départ de sa prise de conscience, c'est la lettre à ses parents.
Parce qu'il dit, je me suis trompé. Ouais. Et je viens défendre le fermier blanc ou alsacien qui en a rien à foutre. Ouais. Voilà. Il a fait Donc, un- il se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, Ouais, c'est le choc du réel, quoi. il essaye de se réinvestir dans son vécu d'antillais, avec ses idées révolutionnaires. Il a été très mal reçu en Martinique lorsqu'il est retourné une première fois en tant que médecin. Et il s'est dit, bon, il faut que j'explose. Enfin, je ne peux pas me limiter à mon île qui ne m'accepte pas, il faut le dire ce qu'il en est. Donc il revient en France, il fait une spécialité en psychiatrie. Il demande d'aller travailler en Afrique, il n'a pas eu de retour. Et on l'envoie. La première, il y a eu une demande au Sénégal, non? Ouais, Ouais, ouais. c'est pas ça. Fred Sandor qui n'a pas de retour. Qui avait refusé, qui n'a pas donné suite. Ouais. Et il est envoyé en Algérie, comme on t'envoie à Cayenne, au bagne. Hein. Allez, on va aller en Algérie. Ouais. Et là, il a pris fait et cause pour l'Algérie quand il a vu la façon dont étaient traités les malades algériens à l'hôpital. Donc c'était crescendo, si tu veux. Et puis c'était non-stop. Donc jusqu'à sa mort, jusqu'à la dernière pulsation de ses veines, il était un homme engagé. Et c'était un homme de rupture, c'est-à-dire qu'il n'a pas tergiversé, il n'a pas négocié, il y a un cap, il l'a suivi. Il l'a suivi jusqu'au bout. Voilà. À tel point que les Algériens, des Algériens de son âge, de sa génération, me disaient, mais qu'est-ce qu'il est venu nous faire chier, celui-là? Putain, Il en faisait trop. Ouais. J'ai eu la même réflexion de l'avocat qui est décédé, là, réunionnais. Vergès. Jacques Vergès. Il y a quelques années, on est allé sur la tombe de mon père, donc en Algérie, à la frontière tunisienne. Et on était en face du tombeau de mon père, et Jacques me dit, Olivier, qu'est-ce qu'il est venu foutre ici? Je dis, mais Jacques, et toi, qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, mais putain, mais t'as raison, c'est vrai. Lui aussi était engagé, Ouais. Jacques Vergès. Donc, tout ça, c'est une pulsion. Une pulsion qui est pas gérable, si tu veux. Moi, à travers mon père, moi j'ai continué, si tu veux, à mon petit, vraiment microscopique niveau, à être investi en Algérie. J'ai vécu en Algérie après l'indépendance. J'ai la nationalité algérienne, ma mère aussi. Ma mère est restée jusqu'à sa mort en Algérie. Moi, je continue mon corps vivant et je travaille aujourd'hui à l'ambassade d'Algérie. Donc, pour moi, il y a une cohérence, si tu veux, dans le cheminement de mon père et dans mon cheminement à moi. En Martinique, la première fois que j'étais en Martinique, mes parents martiniquais ont été surpris d'apprendre que j'avais la nationalité algérienne. Parce qu'à un moment, on était un dîner de famille, il y a un de mes oncles, commissaire de police, qui m'a dit, mais Olivier, tu es algérien par habitude. Je lui ai dit, comment ça, algérien par habitude? Je suis algérien. Il me dit, ouais, allez. Je dis, mais si. J'ai sorti ma carte de séjour, tu regardes. Ah! Et ils se sont passés la carte de séjour autour de la table, en me regardant comme Un ovni. à l'étranger. Oui, pas oui, un étranger, c'est vrai. Donc, tu vas, pour revenir à ton stress, tu vas en Martinique, à l'aise. Tu es à l'aise. Vraiment, ça... Ouais. Non, mais c'est un Il y a stress pas- qui il y m'a a pas de accompagné, charge, hein, quoi. dès le départ. C'est un stress qui m'a accompagné. D'ailleurs, ça se voit peut-être pas, mais je suis très ému d'être devant toi parce que ce stress, pendant le film, j'en parlais à Jean-Claude. Je lui disais, qu'est-ce qu'il va penser, son fils? Qu'est-ce qu'il va penser de ce que j'en fais? Ouais, moi, je t'ai trouvé, alors, vraiment, parce que moi, je t'ai trouvé, en tout cas, sur ce film, d'une extrême conscience. D'une extrême conscience, quoi. Et ça, je peux te le dire. Hein, souvent, c'est vrai que des fois, c'est un peu dur pour un comédien, la charge mentale, artistique, quand on doit porter une sorte de responsabilité. Mais à aucun moment, je t'ai vu nous fragiliser. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il peut être fragile et puis venir chercher de l'aide, mais à aucun moment, il nous a fait porter sa réflexion. Au contraire, il a été, sur ce film-là, il a assumé. Enfin, parce que c'est vrai que quand tu disais que non, mais moi, je me suis mis, moi, dans Fanon, mais je pense que toi et Fanon, vous êtes connectés.
Parce que quand je t'entends parler, de dire, mais lui, il avançait, quoi qu'il arrive, bah, c'était toi. C'est vrai. C'était toi. Quoi qu'il se passe, il pleuve, du retard passe, tu avançais sur le film, quoi. Parce que, parce que c'est ce que j'avais compris de l'homme. Pour moi, c'était ça l'urgence. C'était d'être capable de raconter son récit, l'urgence de la situation dans laquelle il était à cette époque-là. C'est pour ça, je pense que tu te souviens, je te disais, moi je tourne ma scène et moi je suis là. Je devais continuer à travailler, je vais laisser moi travailler, je reviens quand je... Voilà. Et c'est vrai que le soir, du coup, j'avais du mal à... Je dormais pas beaucoup. Je dormais pas beaucoup parce que je ruminais, je réfléchissais. Je me demandais comment il aurait réagi à ce moment-là. Pense à l'époque, pense à comment il se sentait à ce moment-là. Est-ce qu'il mangeait à ce moment-là? Est-ce qu'il pensait à manger? Voilà, donc il y avait tout le temps... J'avais besoin de défendre tout le temps cette urgence parce que c'était la priorité. La responsabilité du rôle principal dans le film, Jean-Claude m'en avait déjà préparé. Il m'a préparé pendant longtemps pour que je sois assez à l'aise à ce niveau-là. Sachant qu'il y avait quand même qu'il y a des acteurs comme... Oui, il y a la réplique, on va dire. Il y avait la belle réplique. Voilà. Ma plus grosse responsabilité, c'était la crédibilité que je pouvais apporter dans mon incarnation vis-à-vis de Fanon. La responsabilité que j'avais avec Frantz Fanon. Est-ce que c'est quelque chose qui se pose au quotidien? Mais parce qu'une fois que tu es, ben après tu te laisses vivre. Une fois que tu sais qui tu es, on oublie Alexandre et puis que tu manges Fanon, que tu joues Fanon, c'est plus un problème. C'est comme un automatisme, quoi. Il n'y a plus du tout besoin d'aller chercher des... À moins des fois tu fais des petits réglages, mais est-ce que... J'avais besoin quand même d'aller chercher parce que j'avais besoin de garder une forme d'humilité. Et de me dire, arrête, ne pense surtout pas que tu es déjà au bon endroit et que tu es assez à l'aise pour défendre cette personne. Non, remets-toi en question en permanence pour pouvoir au mieux le défendre. J'avais besoin de le faire tout le temps. Si je ne le faisais pas, j'avais peur de me sentir trop à l'aise et d'être faux, de ne pas être juste. Pardon, et toi, Olivier, vraiment, après, c'est juste parce que, en fait, quand il y a un truc qui me fascine, mais vraiment, c'est toujours entre cette réalité dans laquelle moi je me suis mis. Parce que le désir pour moi c'était d'approcher le plus proche possible évidemment la pensée de ton père et puis en faire vraiment ce que moi j'avais besoin. C'est-à-dire que moi je me suis construit à travers les hommes qui ont guidé, qui m'ont guidé et qui m'ont permis de m'identifier en tant qu'être humain mais aussi en tant que personne militante. Et ton père faisait partie des icônes sur lesquelles j'avais besoin de me saisir. Et une fois que tu attrapes et tu touches à ce personnage-là, et tu le fais glisser vers quelque chose qui s'appelle le cinéma, tu sais que tu vas perdre aussi un peu du réalisme, quoi. Tout doucement, tu le fais rentrer dans le, je peux dire dans les jeux du cirque, mais tu le fais rentrer dans l'imaginaire populaire qu'est le cinéma. Et même, tu feras le film le plus engagé, le plus dur, le plus violent, le plus roots. Ça y est, le public va avoir, il va le faire entrer au panthéon du cinéma, quoi. Et moi, ma question, elle était, est-ce que c'était pas ça le bon message pour la parole de ton père? C'était pas enfin de lui donner pas une odeur, mais en tout cas une posture? Parce que moi, je vois tout enfin que des images figées, quoi. Est-ce que c'était pas ça la réalité? C'est enfin lui permettre d'avoir une posture, une démarche, un regard, un sourire, une grimace, quelque chose qui bouge, quoi. Toi, moi, des fois, je vois Alexandre et son regard, et j'ai pris le regard qui avait tout le temps un peu sombre. Il a toujours un regard un peu sombre. Et Alexandre, quand je le regardais... Sombre, mais très franc, son ouais, regard. Et ben, toi, c'était ça. Et moi, je trouvais vraiment fort qu'aujourd'hui, cette réalité qui a été la nôtre, elle a glissé, et puis elle a porté peut-être une nouvelle génération qui va pouvoir partir de nouveau. Est-ce que ça te... Oui, ça me parle, d'autant que Alexandre peut être tranquille, je mets ça entre guillemets, dans son interprétation de Fanon, parce que Fanon a été toujours cohérent dans sa démarche. Et sa praxis et son discours sont toujours collés côte à côte. Fanon donc, a été toujours cohérent entre son discours et sa praxis. Donc, ne pas le trahir, c'est ce que tu as fait, en fait. Et le message passe. C'est énorme, ça. Non, je me suis dit c'est énorme parce que c'est... Il y a une chose qui me... J'ai un fil d'Ariane que je suis, je continue à suivre.
Parce que bon, c'est très difficile à porter à l'héritage Fanon. Hein. Donc moi j'ai été pétri en Algérie, la guerre, la révolution, etc., l'indépendance. Et ma première tentative de back to my roots aux Antilles, c'était avec ma mère. La première fois que j'étais aux Antilles, c'était en 1975. Et à mon retour de Martinique, j'avais donc 19 ans. J'avais 19 ans. J'étais étudiant à Paris. J'étais arrêté par la gendarmerie française. Ils sont venus me chercher. J'avais une chambre de bonne. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont mis les menottes. Et j'ai fait 1 mois de prison. 1 mois? Ouais. Pour insoumission au service militaire français. Donc j'ai expliqué à ces braves gens que j'étais algérien. J'avais passeport algérien, carte d'identité algérienne, une carte de séjour algérienne et une carte de sursis militaire algérien en tant qu'étudiant algérien. Ils ont tout pris, ils ont jeté ça, ils m'ont dit « Monsieur, vous êtes français, tchac, vous êtes affecté au bataillon disciplinaire des marcheurs du Tchad à Montlhéry. » J'ai fait 1 mois de prison ici, dans une prison militaire à Paris, dans le 15e arrondissement. Ça, on ne le sait pas. Ma mère était à Alger, donc j'ai fait intervenir ma mère, qui est intervenue très très haut. Et j'ai été libéré par décision présidentielle, à une condition, que je rejette la nationalité française. Je dis, mais je ne suis pas français. Il me dit, si, vous êtes né de parents français, donc vous avez la 2 nationalités. Je dis, non, moi je ne suis pas français, c'est impossible ça. Ok, donc il faut faire une demande de rejet, de libération des liens d'allégeance, on appelle ça, auprès du ministère français de la population, du travail à l'époque. J'ai fait la demande de libération, j'ai été libéré des liens d'allégeance, et j'ai été convoqué un dimanche par le lieutenant-colonel Vigier, c'était le responsable de la place militaire de Paris, la région militaire. Un dimanche dans son bureau, il m'a reçu avec sa tenue militaire et ses décorations. Il avait Dien Bien Phu, Algérie, et un petit parachute dessous. Les guerres coloniales, quoi. Alors, monsieur Fanon, vous avez des relations, de bonnes relations en Algérie. Monsieur, vous êtes un ancien de la coloniale. Oui, j'ai fait l'Algérie et le Vietnam. Je sais très bien. Il dit, vous allez être libéré de la nationalité française. Je dis, oui, mais je ne suis pas français. Dans ma tête, je suis algérien. Très bien. Mais n'oubliez pas que la France a fait beaucoup de choses pour vous. Je dis, oui, elle m'a mis en prison pendant 1 mois. Donc tout ça a été déclenché par mon voyage en Martinique. D'accord. Parce que à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les Algériens ont besoin d'un visa pour les dom-toms. Ouais. Donc j'avais fait ma demande de visa à la préfecture de Paris, au service des visas, et c'est là qu'ils ont tout. Ah, mais jackpot. Et bien. D'où la cohérence, tu vois. Ouais. Tu ne peux pas être... Je savais, ouais. Ouais. L'image, comme je disais, Fanon n'est pas une image. Hein. Fanon est un homme. Fanon est un militant, un révolutionnaire. Fanon est médecin, poète. Donc c'est le tout homme, comme dirait l'autre, le tout monde. Fanon a été très mal reçu chez lui. Moi je veux que Fanon retourne. Pas dire le cahier du retour au pays natal, mais c'est le retour de Fanon au pays natal. Et le travail que fait Jean-Claude et Alexandre y participent largement. Et je pense qu'il sera bien reçu chez nous. Ouais, moi je pense que c'est aussi une histoire de génération. Oui. Et qu'il y avait peut-être, comme tu as dit, il renvoyait une image qui était tellement dure de leur incapacité à prendre évidemment ce qu'ils proposaient, qu'il était plus que gênant, quoi. Ah oui. Ouais. Mais à la fois, là où je me dis, il y a de la nuance, c'est que la population n'est jamais les dirigeants. C'est-à-dire que je pense que la population martiniquaise, caribéenne, et moi j'en ai mes parents, ont eu vraiment Fanon à cœur et à cri pour toujours être défendus quand ils étaient en manque d'arguments. Fanon, c'est ça, c'est quelqu'un qui arrive quand tu te sens que tu n'as plus d'arguments à opposer à ceux qui t'oppriment. Il est là, et boum, il remet une carte, il remet un peu de l'essence, quoi.
C'est pour ça que le fait de faire ce film, ça a été aussi pour nous, et après Action Tubulation, si je parle que pour moi, mais en tout cas, ça a été pour nous le prolongement de 2 générations, la mienne et puis celle d'Alexandre. Je crois que c'est ça qu'en fait, c'est que moi, la mienne avait besoin de montrer l'amour que j'avais pour lui, ce qu'il m'a apporté dans cette période des années, on va dire, en grosso, des années 80 jusqu'aux années 2000. Hein. C'était ma grosse période de Fanon. Et puis quand je parle de moi, c'est aussi toute l'énergie, l'émergence de toute la génération, deuxième génération de banlieusards. Et là, il a été vraiment, ça a été notre soldat, ça a été notre conscience. C'est quelqu'un qui, malgré toutes les échecs scolaires qu'on en avait, Fanon était aussi là pour nous dire, mais nous, on est quand même des mecs intelligents, parce qu'on lit Fanon, on connaît Fanon. C'était un peu C'est vrai que j'ai eu ce sentiment-là aussi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, je suis peut-être en train de devenir intelligent. Finalement, ouais. Je n'ai pas été hyper loin dans mes études, moi, donc c'est vrai que ces bouquins-là, de devoir les travailler, je me suis dit, je rentre dans le cadre des gens intelligents. Ouais. Et après, j'ai compris, justement, grâce à ces bouquins, que l'intelligence ne dépend pas que d'un cursus scolaire, justement. Il y a de l'intelligence émotionnelle aussi. Et puis surtout, moi, je revois vraiment Fanon, Alexandre, sur le tournage, en train de vivre des textes que moi j'avais lus, et je me dis, mais comment il fait? Je veux dire que les textes que tu disais, je me disais, mais enfin, pour moi, c'était d'une... je ne vais pas dire qu'il n'y avait que toi qui pouvais le faire, c'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres qui vont essayer d'attaquer, qui sont attaqués, mais il y avait vraiment quelque chose sur lequel je dis, ça c'est hyper digeste, quoi. C'est vraiment ce que ta génération va attendre, c'est de lui donner quelque chose de très fort, mais à la fois de très audible. Et moi, c'était encore, attention, c'est difficile, Fanon. Et là, j'ai l'impression, ça y est, tu as fait un travail pour dire, non, on peut y aller, et sans complexe, écouter, et on peut travailler encore ensemble. Une fois, comme l'approche que j'ai eue par rapport au livre, c'est-à-dire de ne pas forcément intellectualiser la chose, mais juste de trouver l'humanité. Donc forcément, le message humain il sera là. C'est ce que je me suis dit. C'est le meilleur moyen de me faire entendre, de transmettre son récit, en tout cas de le transmettre à cette génération, la nôtre, et puis à celle qui viendra après. Donc, Être réduit à un révolutionnaire, c'est une belle réduction. Hein. Ouais. Je voudrais bien être réduit à un révolutionnaire. Non, mais on peut dire... mais c'est vrai que moi j'estime... Au-delà de fait que nous, on l'encarte dans le côté révolutionnaire, est-ce que c'est aussi la personne qui va plus loin? Parce que moi, je suis désolé, je peux dire aussi un truc assez... C'est que moi, alors évidemment, je sais qu'il a écrit des pièces, mais je les ai survolées, mais je ne suis jamais entré dedans. Tu vois? Moi, ce qui m'intéressait, c'est le Fanon de Peau Noire Masque Blanc, Fanon des Natales ou de l'Enseigne de la Révolution. C'est ce Fanon qui m'intéressait. Mais l'autre Fanon, aussi écrivain, enfin en tout cas poète, il avait moins d'attache pour l'endroit où j'avais envie de l'invoquer. Mais c'est vrai, je comprends ce que tu dis, parce que moi, comme toi, j'ai eu... Cette partie-là, je l'ai mise de côté. Mais aujourd'hui, ce matin, après ma séance de sport, je me suis fait la réflexion, je suis allé regarder un peu, retourner sur son histoire, et je me suis dit, je vais m'intéresser à l'autre partie maintenant, à tout ce qui est poésie, tout ce côté artiste qu'il avait. Maintenant, on peut y aller peut-être, oui. Maintenant, on peut y aller. Ouais, parce que notre mission, on l'a remplie à travers le film qu'on a fait. Et tu l'as souvent dit d'ailleurs, et je suis d'accord avec ce que tu dis. Jean-Claude a rappelé que notre mission aussi, en faisant ce film, en dehors d'en faire une proposition cinématographique, de proposer une œuvre qui est la sienne à travers son regard de réalisateur. C'était aussi, comme tu disais, c'était de construire un outil pédagogique qui, nous espérons, permettra de faire perdurer sa mémoire et pour ceux qui ne la connaissent pas, de la découvrir. Donc maintenant, j'estime que cette mission, on l'a fait et que nous, aujourd'hui, on peut maintenant aller voir ailleurs. Non, c'est fort ce que tu dis. Hein. Ouais, tout à fait d'accord. On peut appréhender Fanon sous plusieurs cartes, multicartes. Je suis d'accord. Le Fanon psychiatre, le Fanon révolutionnaire. Oui, absolument aussi. Le Fanon médecin légiste. Il est médecin légiste. C'est vrai. Il est aussi chirurgien à ses heures perdues. Il m'a opéré de l'appendicite à Tunis. C'est comme la maman qui donne un groc quand t'as un rhume. Quoi. Non, mais c'est vrai que comme je pense qu'on avait besoin, moi en tout cas pour ma part, j'avais besoin d'aller me frotter aux révolutionnaires, aux psychiatres, parce que j'avais besoin moi de cette psychanalyse, même pour moi, parce qu'elle m'a aidé à me construire en tant qu'homme aujourd'hui. Elle m'aide tous les jours à me construire en tant qu'homme. Elle me permet d'avoir
un objectif précis sur la personne que je veux devenir plus tard, dont j'en avais besoin, parce que j'étais pas, de ce côté-là, j'étais pas encore assez stable, en tout cas aussi stable que je le suis aujourd'hui. Et puis le côté révolutionnaire m'intéressait parce que c'était aussi c'est quelque chose que j'ai toujours cherché dans ma vie, une cause à défendre. Et à travers sa cause, j'en ai trouvé une. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'était important d'aller de ce côté-là. Mais toutes les autres facettes, une mission, comme dirait Fanon. Mais toutes les autres facettes de Fanon, je vais y aller. J'en ai pas fini avec Fanon. De toute façon, je pense qu'il sera avec moi toute ma vie. On a toujours voulu caporaliser Fanon, le mettre dans une case. Dans une case, et ça, j'aime pas ça. Je n'aime pas beaucoup ça. Si on le met dans la case Fanon. C'est Fanon. On m'a demandé est-ce qu'il est marxiste, est-ce qu'il est léniniste. Je dis non, il est fanonien, Fanon, il est Fanon. Pourquoi tu veux le... C'est vrai que j'ai souvent, alors en être restant avec toute humilité, j'ai souvent du mal avec les questions ou les gens qui essaient de le mettre dans une case. Oui. J'ai du mal avec ça. On l'a toujours mis en parallèle avec Césaire. Oui. Césaire, Fanon, Césaire, Fanon. Un jour, en 2004, quand j'étais en Martinique, j'étais invité par Serge Letchimy, le maire de Fort-de-France, et une petite conférence sur Fanon. Et le lendemain, il me téléphone, il me dit « Il y a Aimé Césaire qui voudrait faire ta connaissance ». Je lui dis « Mais je l'ai déjà rencontré en 1975 à l'occasion de mon premier passage en Martinique. Ça a été assez chaud à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais tonique. » Il me dit « Il faut absolument que tu ailles le voir. Il a toujours son bureau dans l'ancienne mairie de Fort-de-France. C'est la nouvelle mairie moderne. Et à l'ancienne mairie, dans son jus, où Césaire a toujours son bureau. Donc en 2004. Donc il m'a reçu, j'étais avec mon épouse. Il était avec sa secrétaire, on a discuté. Et à la fin de l'entretien, je lui dis, Monsieur Césaire, il y a une petite question qui me taraude. Il me dit, oui, Olivier. Je lui dis, dites-moi quand les vagues du tsunami algérien vont toucher les rives de la Martinique. Et il s'est raidi comme ça. Non. J'ai dit, ça y est, il prépare sa réponse. Il me dit, tu parles de quoi? Je lui dis, de l'indépendance algérienne. Quand est-ce que la Martinique... On va aussi trouver la sienne. Oui. Ouais. Il y a sa secrétaire qui était derrière, qui me faisait doucement. Non, c'est pas sa question. Oui. Ça veut dire que toi, tu dis que Césaire lui-même n'était pas totalement désaligné? Non. Non. C'est énorme. De toute façon... Non, jusqu'à la dernière pulsation de ses veines, il était maire de Fort-de-France. Moi, j'ai jamais travaillé sur Césaire. Mais en tout cas, ce que tu dis là mérite... Faut bouger. Moi, j'avais compris, en tout cas, dans les écrits de Fanon, qu'il était... Oui, bien sûr. Il l'avait initié, mais il s'en était aussi un petit peu éloigné à un moment, parce que les idées ne se rejoignaient pas. Non, mais ça veut dire quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si... Prends ton bâton de maréchal. Non, bien sûr, non. Mais pour moi, je veux dire, ça prouve bien qu'il n'y a aucun homme qui peut se dire désaligné totalement. C'est-à-dire que même quand on a fait un chemin de travail, il y a toujours une vigilance à avoir, parce que chaque fois, la vague peut revenir, quoi. Sinon, il y a une rupture. C'est pas un blanc-seing que tu attrapes et tu dis, ça y est, j'ai fait mon travail, puis ça... Non, tous les jours, il faut combattre, vérifier qu'il n'y a pas un moment où tu penches pour redevenir ce qu'on t'a inculqué, Moi, je pense que c'est un travail de longue date et peut-être... Moi, j'ai plus souvent l'impression que ça peut être un travail de toute une vie, d'ailleurs. Mais ça me rassure ce que tu dis, Olivier. Ça me rassure vraiment, parce que le travail du réalisateur, le travail du comédien, le travail des gens des médias, c'est un travail de quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on voit encore aujourd'hui, qui pensent que parce qu'ils ont entonné un chant de liberté, un chant où tout d'un coup ils ont mis la critique en haut, que ça y est, c'est un blanc-seing, c'est un passeport, et plus jamais on va leur demander des comptes, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Bon, après Césaire, c'est... en tout cas, dans nos professions, je crois qu'il y a vraiment un vrai travail de fond en comble à faire sur le fait qu'est-ce que le cinéma, cette industrie, a vraiment aussi fait son combat sur la désaliénation, quoi. Parce que c'est nous qui informons les autres, c'est nous qui en donnons Enfin, c'est ce média qui informe et qui transige et qui caricature et qui donne des codes. Eh bien, je n'attendais pas ça. Il y a bon discours et il y a bon révolution, quoi. Ouais. Bon. Moi, je suis indépendant, donc... Non, on peut en discuter. Hein. De toute façon, c'est... moi, en tout cas, je pense qu'on est aujourd'hui dans un point culminant où ce qu'ils appellent
l'inversement des valeurs et que la parole, en tout cas celle de Fanon, a manqué pour arriver à aujourd'hui où celui qui combat, en tout cas le racisme, est déclaré comme lui-même raciste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de frontières où on peut dire, bon, toi tu l'es pas, parce que celui qui l'est pas, on dit qu'il l'est. Donc tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on a perdu la guerre de l'idéologie. Et je pense aussi qu'on l'a perdu, c'est parce qu'on a laissé, depuis des années, infiltrer le fait qu'il n'y avait pas de morale à être pas raciste, quoi. On a laissé rentrer tout doucement, et politiquement d'abord, parce que c'est ceux qui ont commencé les premiers, on a laissé tout doucement rentrer qu'à un moment, on avait le droit de ne pas aimer, on avait le droit de discriminer, et que sous prétexte que parfois, politiquement, ceux qu'on avait trop protégés du racisme devenaient des gens très gênants, quoi, de par leurs revendications, de par leur volonté d'aller plus loin. Et c'est là où je dis très clairement que la parole de Fanon n'a pas été portée assez forte. C'est ce pare-feu que je disais tout à l'heure. C'est là où moi je dis que sa parole n'a pas été portée assez forte, parce qu'aujourd'hui, quand on te dit ça, souvent, si je peux me permettre, hein, vraiment, c'est des gens qui légitimement n'ont pas le vécu. Tout à l'heure, tu disais que Fanon a été d'action, a le vécu, tout, etc. Mais quand tu prends la tour de table, par exemple, dans les médias, celui qui dit le racisme n'existe pas, il parle à quelqu'un qui n'a pas vécu le racisme. Parce qu'il y a une culture du racisme. Les deux là, tu vois ce que je veux dire ? Racisme. Non, mais tu vois, c'est-à-dire les deux se parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Celui qui dit mais ça n'existe pas, et celui qui doit répondre, il n'a pas vécu, donc il dit si ça existe. Mais il est incapable de dire mais regardez dans ma chair, regardez dans ma vie, regardez mon quotidien, regardez les exemples que je peux vous démontrer pour vous prouver par mon vécu que ça existe. Et ça, c'est les médias, ça, c'est les plateaux télé. Et du coup, ils ont exclu, alors je fais un peu le juste parallèle, sur la question du voile. Pendant très longtemps, on disait, finalement, les gens qui devaient répondre sur la question du voile, on les invitait pas. Et c'est des gens qui prenaient la parole d'une façon légitime ou légitime pour défendre ces personnes-là. Donc, du coup, ça partait dans des trucs en haut, mais factuellement, il n'y avait personne qui peut dire, stop là, c'est n'importe quoi, moi je vis ça, donc il faut arrêter l'inversement, il faut arrêter le fantasme, il faut arrêter tout. Et puis c'est parti comme ça, et aujourd'hui... Moi, je vais être plus terre à terre, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'il y ait un révolutionnaire militant sahraoui, un militant palestinien et un militant kanak qui soit avec nous autour de la table, et auquel on pose la même question. C'est vrai. Ouais. Voilà. Ils ont la réponse immédiate. Et ça, c'est vrai. Voilà. Ça ne peut pas exister dans le monde aujourd'hui médiatisé et dans le show, quoi. Ça serait, alors c'est bizarre, enfin, ça serait presque, tu vois, quand tu dis ça, quand tu vois cette image-là, autour de la table, ça serait incongru, quoi. Enfin, tu vois, tu peux même pas l'imaginer tellement que c'est, tu vois, et ça serait une vérité, en fait. Le dernier colloque qui était tenu à Alger en 1987 sur Fanon, il y a une délégation de Kanaki qui est venue. Donc Tchibaou devait venir, mais il a été intercepté à Paris parce qu'il était reçu par le ministre des Outre-mer à l'époque. Donc il a envoyé son ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Yewene, et qui a fait un discours donc, à l'Assemblée à Alger. Et dans la salle, il y a des anciens maquisards de la révolution algérienne qui se sont levés, qui m'ont dit « On peut venir vous aider. Moi, je sais comment on fabrique des grenades. » On s'est les poser. Voilà, donc la révolution est permanente, je veux dire. Donc Fanon est toujours vivant. Et c'est pas un mythe, c'est pas... Non, mais est-ce que ça va... Moi, la question que je me pose par rapport à ce qu'on a vécu à travers le film, parce que c'est qu'un film, et il va très loin dans... Il m'interpelle. Oui, très clairement, mais je veux dire que, est-ce que nous, là, ce film va pouvoir, je ne dis pas freiner, mais est-ce qu'il va pouvoir amener une réflexion pour aller, de pas franchir le dernier pas. Tu vois ce que je veux dire? De ne pas aller sur le dernier pas où ce sera inéluctible et là, il ne pourra plus revenir en arrière. Il va interpeller, il va interpeller aussi bien les Antillais, les Dom-Tom, qui va interpeller la place Beauvau et l'Élysée, ce film. Ça va réveiller aussi des gens qui se sont un peu endormis. On dirait, mais c'est vrai, mais... Pour moi, c'est le but. Oui. Ah oui. C'est le but. Tu risques d'être convoqué, on va te demander, mais qu'est-ce que vous cherchez là? Non, moi je... Mais moi, j'aimerais qu'on en arrive là.
Bah oui, je demandais qu'on en arrive là, qu'on arrive à être convoqué et dire qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous oui. faites ça. C'est notre métier. Non, mais c'est vrai. Parce que si on en arrive là, ça veut dire qu'on aura touché tout un public, bien qui aura sûr. créé un engouement et qui Voilà. éveillera des consciences et qui fera que ces personnes-là se diront qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est le Alors, but, hein. alors, moi, toi, alors, Alexandre, Oui. ton métier Oui, est quand même, c'est un métier d'engagement, comme c'est un métier. oui, je sais. Mais moi, à travers mon métier d'acteur, il faut que je trouve un but dans mon métier d'acteur. J'ai pas envie d'être un acteur, j'ai envie d'être un être humain. Et donc, le destin qui m'a emmené jusqu'à toi, et ce scénario, ne m'a pas emmené là juste pour être un acteur de cinéma. C'est ce que moi j'ai compris. Je pense qu'il m'a emmené aussi là pour avoir un but et laisser une trace dans ce monde. C'est énorme. Sinon partir comme ça, faire ce rôle, et de le déposer comme ça, comme une œuvre juste Et baisser le rideau, oui. pour moi, ce serait un regret. C'est-à-dire, Personne ne parle comme ça aujourd'hui. Ouais, je veux dire- je connais pas un acteur qui Non, mais- parle comme ça, quoi. tu peux pas, enfin, en tout cas pour ma part, Aujourd'hui, Tu peux pas parce que incarner moi, un rôle Les Jean qui Gabin te- et tout ça, ils parlaient comme ça. Je me rappelle très bien de Yves Montand, enfin, Ouais. tous ceux de génération que Ouais. tu n'as peut-être pas connus, nous, on les aimait pour ça. Ouais. On les aimait parce que c'était des gens organiques. Ils te faisaient rêver par leur sincérité, quoi. ouais, mais je pars du principe que tu peux pas incarner un rôle comme ça, qui te change, qui t'ouvre le regard, qui t'aide à te construire, sans penser à un moment, avec tout ce qui se passe autour de nous, que peut-être que ta mission est aussi de transmettre un message qui fera peut-être la même chose aux autres. Il y a Toi, un après. Voilà. Moi, je peux pas. Ma mission ne s'arrête pas juste au tournage, au film, à la projection, à la promo. Non, ma mission, pour moi, elle est après la projection du film. Enfin, c'est pour ça que je le prends. Voilà. Ah non, Je suis que le réalisateur. Non, mais je me rends compte vraiment que c'est Fanon que je veux dire. C'est clairement. Je suis pas Fanon, Oui, mais c'est c'est que le choix qui s'impose à toi, c'était. Alors moi, je dis vraiment avec beaucoup d'humilité comme toi, c'est que évidemment que quand on fait un film, on a envie de changer le monde, ça c'est sûr. Hein. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est possible. C'est ça qui est beau. C'est que là, aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point c'est possible. Mais c'est parce qu'on Et oublie c'est souvent la possible. puissance de l'art. Ouais. Parce que finalement, c'est l'art. Exactement. On oublie que c'est possible parce qu'il n'y a pas assez d'exemples qui font que. Oui, parce qu'aujourd'hui, on utilise un peu trop l'art pour divertir et peut-être, c'est-à-dire, comment dire, endormir les cerveaux, en proposer des choses qui sont forcément faciles et se dire, bon, c'est pas grave, c'est très bien. Mais l'art est là aussi pour cultiver. L'art est là pour éveiller et raconter des histoires. Qui sont importantes, donc... Je vais faire comme lui. Tout va bien. Alors, je ne parle pas d'ordre qui appartient à Sébastien économique, je parle vraiment d'un point de vue artistique sur lequel nous on est engagés. C'était vraiment de faire attention au quotidien que les acteurs avaient tout ce qu'il fallait pour évoluer dans un monde dans lequel ils s'étaient coupés. C'est-à-dire que c'était un film qui était dans les années 57, et il fallait que tout soit parfait, parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, si jamais nous-mêmes, et je parle de mes choses de poste, je parle vraiment de la déco, j'étais vraiment exigeant là-dessus, et les costumes et les accessoires, c'était la force pour que les comédiens puissent être vraiment impeccables. Et donc le quotidien, les journées étaient rythmées d'abord par un tour de plateau, pour voir si tout ce qu'on avait mis dans la séquence sur laquelle on avait travaillé était vraiment à l'ordre du jour. Et l'autre difficulté, c'était aussi, parce qu'on avait à la fois un film d'époque, sur un point de vue historique, donc on avait une gageure d'avoir un niveau de rendu, on va dire, mais aussi il y avait aussi la caméra. Et quand vous avez un personnage comme Alexandre qui bouge comme, pas dire il bouge pas comme il veut, mais qui respire Qui est vivant. Qui est vivant, bah, des fois il faut essayer de s'adapter, et s'il va là-bas, bah, comme il dit très souvent, bah, on va avec lui, on ne dit pas reviens, on va le chercher, parce que je pense que la maturité que Alexandre a eue sur ce tournage, c'est qu'il n'a jamais fait quelque chose qui pouvait desservir le film. Et donc si on part dans ces réflexions-là, c'est que s'il décide de faire un pas sur le côté, c'est qu'il a senti que son univers de jeu devait se trouver là-bas. Donc nous, on bouge un peu la caméra et on comprend que ça va être plus facile pour lui de rentrer dans le champ ou de trouver la réplique avec son partenaire de jeu. Donc la grande difficulté, c'était vraiment proposer aux comédiens un niveau d'esthétisme, de jeu,
et surtout de mise en place pour que les journées puissent s'enchaîner et aussi donner. Vous savez, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est leur indiquer que notre exigence, elle est faite pour eux. Qu'on est exigeant sur tout, on est pointu sur tout parce qu'on attend aussi que, et je pense à tous tes camarades de jeu, hein, à Stanislas, à Arthur, bien sûr. à Déborah. Après, c'est quelque chose que vous voudriez ensemble, en tout cas. C'était vous regarder et vous dire, waouh, c'est... Oui, on a toutes les conditions pour pouvoir incarner les personnages juste, enfin, au mieux, quoi, et essayer d'être juste. C'est clair, cette exigence, on l'a senti, nous. Hein. C'est vrai. Ouais, on l'a senti. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur le plateau et vous voyez le décor et tout, c'était quoi l'émotion, la sensation? Ah non, pour moi, c'était un voyage. C'était un voyage. J'avais l'impression d'arriver dans une époque que je ne connaissais pas. Et puis je regardais mes camarades avec leurs costumes et tout. C'est une époque qui m'a toujours fait rêver jusqu'aux années 80. Je me suis toujours dit de 50 à 80, c'est des époques que j'aurais bien aimé connaître. Et non, et quand on arrivait sur le plateau, il y avait vraiment un vrai travail qui avait été fait. Et franchement, j'étais quand même assez surpris parce que j'étais un peu au courant du travail qu'avait fait Sébastien de Special Touch. Pour en arriver là au niveau des finances, mais je ne pensais pas du tout que les résultats allaient être là avec les moyens qu'on a eus. Ouais. Mais en fait, quand je suis arrivé là, je me suis dit, waouh, ils ont bossé. Ils nous ont vraiment offert le décor, l'univers, afin qu'on puisse bien travailler, quoi. C'était dans son jus, quoi. Et toi, Olivier, qui a connu, même si c'était petit cette époque-là, toi, t'en as pensé quoi quand tu as vu le film? Tu t'es revu, tu t'es reprojeté, tu as senti que... Oui. C'était assez juste. Ah oui, c'était dans son jus, ce que je viens de dire. Hein. C'est vraiment la réalité historique, quoi. Ouais. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de scènes non plus sur lui, mais... Sur Olivier. C'est vrai que... Ouais, Et tu sais quoi, quand nous on a choisi Olivier, on avait ta photo au casting, quoi. Et on cherchait le petit enfant qui allait le plus ressembler à toi. Pour toi, on avait Olivier aujourd'hui. Sans cheveux. Oui, c'est ça. Et donc, on partait dans une sorte de dégradation. De dire, bon, il aurait pu être comme ça à 5 ans, à 3 ans, il aurait pu être comme ça. Puis regarder les sourcils, on fait, ouais, il faut quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait une forme d'exigence un peu sur la ressemblance des personnages. La ressemblance, tu voulais vraiment la retrouver. Ok, une cohérence. Non, c'est vrai. Je me souviens que le casting, quand tu m'en parlais, je me disais, j'ai pas encore trouvé le petit Olivier. Ouais, c'était compliqué. Faut qu'il ressemble. Et puis tu vois, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des faciès de cette époque-là qu'on s'est modernisé dans notre style, on s'est affiné, on va dire. Mais il y avait quand même des visages très durs à l'époque, très massifs, et que nous, on a fait un casting avec des visages très marqués, quoi. Très marqués, très... Bah, il fallait raconter cette époque-là, hein. C'était pas une époque facile, donc les visages, généralement, étaient un peu tous marqués, quoi. C'est une autre forme, même les gens beaux, c'était une autre forme de beauté, c'était une beauté dure. Ouais, c'est clair. C'est dur. La scène la plus difficile, c'était la scène d'amphithéâtre. La plus difficile à jouer parce que je me suis dit, discours, sincérité, long, message. Très long. Il faut l'assumer, il faut que ce soit audible. Le public qui était donc de la figuration, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'il m'écoute vraiment. S'il ne m'écoute pas, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Et cette scène a été quand même assez difficile pour moi parce que j'ai dû la refaire plusieurs fois avant de trouver ma vérité dans ce discours, vraiment. Et puis celle qui m'a le plus touché émotionnellement, c'est la scène dans laquelle Fanon découvre les malades algériens qui vivent comme des animaux. Des animaux, qui sont maltraités, qui vivent dans des conditions juste inacceptables. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, pendant la scène, je me suis dit, t'es en train de jouer une scène qui a vraiment existé. Ce que tu vois, ça a existé. Et ça m'a touché, ça m'a fait de la peine. Et je me suis mis à sa place. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là? Donc ça, c'était un peu dur. Ça me rappelle une époque où j'étais à l'hôpital de Blida, au service psychiatrie. Donc c'était dans les années 80, fin 70-80. Et le médecin psychiatre de l'hôpital, le professeur Reledouh, m'a emmené dans le service psychiatrie où travaillait mon père. Et il y a un malade âgé qui était là-bas, qui s'est approché de nous
Et le professeur lui dit, c'est Monsieur Fanon. Et le malade, très âgé, hein, me dit, ah, docteur, une cigarette, docteur, une cigarette, docteur. Il dit, mais non, mais... Je dis, non. Je dis, je ne fume plus. Ah, vous avez arrêté de fumer, docteur? Je dis, oui, j'ai arrêté de fumer. Ah, excusez-moi. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, bah, c'est un malade qui était suivi par ton père, qui est encore à l'hôpital. Donc, il était un Oui, bien sûr. il était malade. Ouais. Moi, je suis parti aussi à Blida, toujours dans ce chemin un peu de Compostelle pour aussi prendre toute l'énergie de ce lieu. Et c'est vrai, j'ai vu tous ces malades qui déambulaient dans la rue, dans toi, et il me disait que c'est ton père qui avait mis ça en place. C'est-à-dire que tous les gens, les malades, vivaient... En service fermé. Ouais. Service fermé. Et ça m'a vachement... C'est fort, hein, parce que tu te dis, même, on ne parle pas de dangerosité, mais on dit de liberté, et c'est vrai de les voir vivre, simplement, tu dis, ben voilà, c'est pas qu'un littéraire, c'est pas qu'un intellectuel, c'est aussi quelqu'un qui avait compris l'âme humaine, quoi, et le besoin de liberté qu'on avait tous, quoi. Il y a beaucoup d'Algériens qui s'interrogent sur la religion de Fanon. Parce que il faut le cataloguer, il faut le mettre dans une case. Ah, mais ton père était musulman? Je dis non, il n'était pas musulman. Ah bon, il faisait pas ramadan? Je dis, ah, je sais pas, il faisait ramadan, mais il n'était pas musulman. Par contre, c'est lui qui a ouvert la mosquée à l'hôpital. Ah oui, monsieur Fanon, merci. Il s'est islamisé. Très haut, quoi. Ouais. Très, très haut. Ouais. Moi, je me retrouve, si je me vois un petit enfant, bébé. Mais Alexandre a bien interprété le rôle de Fanon, dans la mesure où il est... on sent qu'il est investi, qu'il est concerné, non seulement par ses origines, mais par son engagement personnel. Ce n'est pas un simple acteur qui peut jouer un rôle comique, un rôle dramatique. Là, il a joué le rôle de Fanon. Il a bien rendu le message que Fanon voulait passer. Voilà. Enfin, j'ai des retours, mais je connais pas vraiment. Je suis surpris parfois justement le fait qu'il y a des gens qui de partout le connaissent, quoi. Il n'y a pas de frontières. Moi, j'estime que non, parce que j'estime qu'à chaque fois que je pose une question, demande à quelqu'un s'il connaît Malcolm X, il me dit oui et qu'il ne connaisse pas Frantz Fanon, pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas assez connu. Voilà. Tu connais Malcolm X, tu connais Martin Luther King, tu connais Che Guevara, tu connais Thomas Sankara, tu connais Lumumba, tu dois connaître Fanon. Donc pour moi, les gens qui connaissent ces gens-là, mais qui ne connaissent pas Fanon, ça prouve qu'en fait, il n'est pas assez connu. En tout cas en France, pour moi, pas assez. Mais est-ce que, parce que tous les noms qu'on comprend, ce sont des personnages qui ont eu leur œuvre cinématographique. Est-ce que c'était pas ça la démarche? Parce que, par exemple, si je ne pense pas que, avant que Spike Lee s'en parle de Malcolm X, même si dans une chanson, c'était quelqu'un qui était très présent et très prégnant, je pense que les œuvres de cinéma permettent c'est très juste. Non, mais c'est vrai, c'est très juste. Parce que c'est vrai que quand j'y repense, c'est vrai que le cinéma a aidé à ce que ces personnes-là soient un peu plus connues. C'est vrai. C'est des images fortes. Richard, pareil. C'est le cinéma, mais ces gens-là ont lumière aussi. Après, il y en a qui étaient étudiés à l'école quand même. Oui, bien sûr. Pas assez. Oui, donc clairement, Fanon, il y avait quand même quelque chose qui était volontairement précisé, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a une forme de censure. Ouais, et je suis certain que là, aujourd'hui, là où on est, et ça serait intéressant de venir dans quelques années pour voir si réellement on a répondu à cette demande. Est-ce qu'aujourd'hui, on a répondu au fait que Fanon n'était pas assez connu et que ton projet, le film a participé, l'a rendu accessible. L'a rendu plus accessible. Pour répondre à la question de savoir pourquoi, si Fanon était enseigné ou pas à l'école, il y a une information factuelle qui remonte du temps où l'actuel Premier ministre français était ministre de l'enseignement supérieur. C'est lui qui s'était opposé à ce que Fanon soit enseigné à l'école. C'était qui? L'actuel Premier ministre. Ouais. Bayrou? Oui. Ça, c'est
du factuel. Hein, c'est pas, Bien on sûr, peut vérifier. Ouais, il a bouleversé des cerveaux, Donc c'est ça sûr. rejoint ce que Gilles a été effacé. Tout à fait. Mais je suis aussi pas forcément inquiet parce que je vois le nombre de gens qui... Alors c'est ça le grand danger. C'est que je vois le nombre de gens qui comment dire ça, par prestige intellectuel, c'est du fanon. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, il est tellement précieux que dès que tu cites, tu as atteint un niveau de connaissance extrême, quoi. Et pourtant, Et puis là, il est resté précieux, en fin de compte, il est resté précieux. là ça va être de pire en pire avec le 100e anniversaire. Déjà, je t'ai parlé de Lyon, la mairie de Lyon qui a pris contact avec moi pour baptiser une rue, une place Frantz Fanon à Lyon, la mairie de Toulouse aussi. Donc ils sont en train de s'accrocher au wagon Fanon, si je peux parler comme ça. Et ton film va aider à ça. J'espère que nous, on ne s'accroche pas au wagon. Mais j'espère qu'on va être la locomotive. Non, ton film va les faire. Ah ouais, réagir. Oui, complètement. Dans ce sens-là, oui. Ouais, c'est vraiment sur les retours des projections qu'on fait actuellement et que les gens, en tout cas je pense qu'on en a tous, moi je sens des gens qui prennent le côté très au sérieux. Tu vois, ils ne prennent pas le côté justement un peu pas folklorique, le côté ah bah c'est super, c'est bien fait. C'est que non, ils s'arrêtent un moment, ils te regardent dans les yeux et puis pouf, ça se met à parler quoi. C'est pas voilà, c'est fait, oh next. C'est fait et puis voilà, maintenant on va pouvoir échanger et s'arrêter quoi. Non mais c'est pour l'instant avec la petite tournée qu'on a commencé depuis le début de la tournée de projection, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens regardent le film, à la fin du film, déjà ils ont besoin de temps pour digérer l'information, tout ce qui s'est passé, ce qu'on leur raconte, mais la première réaction est liée à l'histoire. Et après arrivent tous les compliments sur la proposition artistique de Jean-Claude, où les gens comprennent ça. Oui, voilà, bravo, tu as réussi à retranscrire son travail, son histoire à travers une analyse aussi psychiatrique, parce que Jean-Claude l'a vraiment très bien fait. Mais c'est vrai que souvent au départ, on a des réactions qui sont d'abord liées à l'histoire. Et ça c'est beau pour nous, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je pense qu'on y contribue, non? Oui, moi je pense que nous, à notre hauteur à nous, on essaie de participer justement en proposant cette œuvre cinématographique. Et d'un genre. Parce que c'est pas d'un genre biopic basique, documentaire, on essaie d'apporter une vraie indépendance artistique et puis une prise de risque. Hein. Ouais. Mais moi, individuellement, je pars du principe que, comme j'ai dit tout à l'heure, ma mission, c'est ce que je vais en faire après. C'est ce que je vais faire de ce que j'ai appris, de ce que ça m'a fait. Je n'ai pas encore complètement trouvé, mais je suis en train de chercher. J'ai une piste, mais pour moi, il faut que ça aille un peu plus loin. Alors moi, je dirais que, dans le même sens que Alexandre, c'est que travailler sur ton père, c'est bouleversant en tant que cinéaste. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir comment tu agis par rapport aux autres œuvres, parce que ce film, enfin, le travail de ton père m'a permis de me libérer artistiquement. C'est-à-dire qu'il m'a ouvert des propositions de mise en scène, de jeu, de lumière. Enfin, il m'a fait sortir. Alors, je vais dire ça, mais vraiment, il m'a fait sortir de mon aliénation artistique. Il m'a ouvert d'autres portes, d'autres possibilités. Il m'a libéré pour que je m'affranchisse de ce que j'aimais, dans lequel je me sentais en sécurité. Tu vois, et j'en ai un exemple. C'est-à-dire que notre cinéma est très influencé du fait qu'on appartient à une communauté afro par des images très chaudes. C'est-à-dire que fatalement, quand il y a des films afro, c'est beaucoup de couleurs, c'est la lumière chaude, c'est des cadres serrés, c'est la caméra qui bouge. Voilà, on est conditionné à représenter quelque chose de très en mouvement, de très brutal, de très vivant. Et là, on est parti dans autre chose. Une lumière froide, quelque chose d'élégant, de soigné, de vertical, de doux. Moi, j'ai jamais mis des séances dans mes films. Là, il y en avait. Tu sais, il nous a amené de la hauteur. Et parce que c'était ce qu'on disait,
comment on le voyait. C'est exactement ça, c'est ce que tu j'ai vois ce que je dit. veux C'est que finalement, on a travaillé un peu de la même manière. Toi, derrière la caméra, moi devant, on avait une image de cette élégance qu'il fallait garder pour ce personnage et qu'on ne retrouve pas forcément dans les cinémas de notre communauté, qui était primordial. C'est cool, non mais c'est vrai. On n'a pas essayé de faire un Ciné Poitiers de 2025. C'était vraiment, tu vois, parce qu'on aurait pu avoir des références. Il y a des gens, il y a eu des noirs et des gants dans le cinéma. Mais lui, il était unique. Donc du coup, on s'est réinventé. Moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai réinventé mon cinéma parce que je ne pouvais pas penser à une copie ou à quelque chose que j'avais en référence pour construire le Fanon. Il a fallu qu'on se concerte tous, quoi. Et avec l'équipe de Sébastien, c'est qu'on avait un mood board. Et ce que je voyais arriver dans mon board, ce n'était pas des choses sur lesquelles je me disais « Ah, ça, c'est un cinéma que je connais ». On est parti vraiment sur autre chose. Pour construire cet outil-là, oui. C'est vrai que tout le monde a dû se bousculer. Hein. Donc oui, l'idée, c'est à travers ce qu'on fait, d'éduquer, de transmettre son récit à l'image, par nos voix aussi, et de faire en sorte que d'autres le fassent aussi. Et puis, je pense que ça a été vraiment loin, parce que si on regarde la distribution, et ça, c'est des comédiens qui n'ont pas l'habitude de se fréquenter. C'est qu'elle a réuni des gens qui ne jouent jamais ensemble. Alexandre, en face, tu as Josie Déborah. Oui. Je suis désolé, c'est OK, on ouvre vraiment, moi je dis vraiment, on n'imagine pas la portée qu'il va avoir dans le cinéma. Parce qu'il va redistribuer encore des cartes. À chaque fois que tu fais appel à Fanon, il redistribue les cartes. Dans la littérature, dans le documentaire. À chaque fois, on se ressaisit. Et on repart sur une autre vision beaucoup moins figée, quoi. Moi, j'aimerais entendre ta réponse. Le message n'est pas actualisé, puisque c'est un message qui est, pour moi, qui est perpétuel. Tant qu'il n'y a pas, c'est comme prêcher dans le désert. Je veux dire, Fanon provoque une réaction. Donc le message est toujours en cours. Et ce film donc, de 2025 retranspose Fanon de 1960, des années 60, à 2025. C'est-à-dire que Fanon pourrait avoir le même message aujourd'hui, avoir le même discours aujourd'hui, qui est toujours d'actualité. Donc, tu n'as pas à changer Fanon. Fanon, il est immuable dans le sens où il est posé, mais comment... Alors, c'est étonnant parce que moi, on me pose tout le temps la question. Comment se fait-il qu'il soit aussi visionnaire? Tout le temps, mais comment il fait pour avoir tout le temps... Est-ce que c'est la société qui est figée? Et lui, il avait décortiqué très tôt, comme tu as dit, tous les symptômes dans lesquels on était engagé, et qu'en face, ça n'a pas bougé. Donc lui, il est tranquille, il a dit ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il avait à faire, et puis en face, ça s'est muré. Et donc du coup, à chaque fois, le mur, on essaie de le faire reculer, quoi. Tu as un terme qui est tout à fait réel, c'est la vision, Fanon visionnaire. Fanon avait déjà à l'époque décortiqué les mésaventures de la révolution algérienne. Dans l'an 5 de la Révolution, il parle des nouveaux dirigeants qui remplacent les colons. Qui remplacent les colons. Et on est en plein dedans, quoi. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Donc c'est pour ça, entre autres, que Fanon n'est pas enseigné. On revient. Parce que Fanon est un éveilleur de conscience. C'est ça. Donc le film a tout pour lui, pour passer le message de Fanon aujourd'hui en 2025. Et pousser les gens à aller se documenter encore plus. Oui. Et qu'est-ce qu'en fait un personnage... tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'à 17 ans, il y a une lumière qui est là. Et qu'est-ce qu'en fait, parce que moi, je suis un grand fan des westerns, qu'est-ce qu'en fait un personnage aussi épique, quoi? Qu'est-ce qui fait que Fanon, c'est un personnage... Je vais dire le mot, mais est-ce que c'est ça, romanesque, quoi? Est-ce qu'on dit romanesque ou pas? De roman, personnage de roman. Mais le problème de Fanon, c'est que ce n'est pas un roman, c'est la réalité. Ouais. C'est ça. Contrairement à Césaire, Senghor et tutti quanti, Fanon, c'est le guerrier silex, comme dirait l'autre. Il n'a jamais travesti son discours ni son récit. Il a toujours été droit. La détermination, c'est la première chose qui m'a aussi bluffé. Il ne s'est jamais travesti dans son discours.
Il n'a jamais pris de. Il y a une cohérence, il y a une cohérence. Toujours oui, une voilà. cohérence. Mais derrière tout C'est ça, qui en fait sa derrière qualité. tout ça, quand je parle de cinéma, c'est aussi une posture physique, c'est une beauté, c'est un homme élégant, c'est quelqu'un qui se tient. Mais c'est Tu vois, il a tous les archétypes du séduisant homme de cinéma. Tu veux dire, tu prends pas, même si tu prends Gauthier Il Damas, danse la biguine, il aime tu le vois, rhum. il y a voilà, quelque quoi. chose qui fait C'est un que homme. tu as envie de C'est le un voir. homme, ouais. C'est un homme. homme avec une forte. Oui. C'est un homme. C'est un très bel homme déjà par ce qu'il était, mais aussi son humanité quand même. Son humanité plus sa détermination, son combat, le fait qu'il n'ait jamais dérivé, qu'il ne soit jamais transvesti, pour moi c'est ça qui en fait Unique. une icône. Qui fait cette image qu'on peut avoir de lui ou qu'on projette sur lui. C'est juste qu'on aimerait être tous. Mais le truc, c'est que j'aimerais qu'on comprenne aussi un truc, c'est que moi, je le vois comme tel, avec ses qualités comme ses défauts. Voilà. Il y a des gens qui vont faire une image, une icône, et qui en fait vont se dire c'est la projection qu'on fait de lui parce qu'on estime qu'il est parfait. Donc moi, je sais très bien. Il ne faut pas oublier que c'est un homme et qu'aucun homme sur Terre n'est parfait. On a des qualités et des défauts, et que les défauts font partie de l'apprentissage de la vie. Et moi, justement, j'ai peur des gens qui vont faire une figure Il est séduisant parce que c'est un emblématique anti-héros. sans défaut. C'est quelqu'un qui... Voilà. Ça, c'est... Que rien n'a avancé. Que l'histoire bégaye déjà, hein, pour paraphraser certains. Fanon se serait certainement engagé dans une lutte active. Fanon était un théoricien de la Révolution. Sa théorie a été mise en pratique dans plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, je ne m'étonnerais pas que les Antilles, pour revenir toujours à nos confettis de l'Empire, que les Antilles s'emparent de Fanon, enfin, ou bien découvrent Fanon, que les Palestiniens découvrent Fanon, ils l'ont déjà découvert, traduit, lu et relu, les Sahraouis aussi. Donc Fanon est d'actualité. Donc, je ne pose pas la question du passé, Fanon avant, Fanon demain, Fanon. Moi, Fanon aujourd'hui, c'est du palpable. Voilà. Moi, partout où je suis passé, j'ai vu des livres traduits de Fanon, des livres écrits en langue Fanon. J'ai vu tout le temps ces livres sur tous les endroits où, en tout cas, il y avait la question de la décolonisation, de la discrimination, elle est toujours en première ligne. Et c'est vrai que, à part, et tu l'as dit la dernière fois, à part les rappeurs, il y avait dans notre génération très peu de gens qui le citaient. Et là, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, mais c'est à tout va. Depuis 15 ans, mais c'est... Je veux dire, si tu dis pas un mot Fanon dans ta phrase, c'est quelque part, il y a une justesse que tu as manqué, quoi. Et même sur des politiques qui ont... Je sais pas, c'était... Macron a ce que j'allais dire, je crois que c'était Macron qui avait cité... Il l'a utilisé. Mais là, c'est-à-dire, c'est encore une source d'inversement ou c'est une récupération pour pas qu'il soit trop... Non, moi je pense que c'est parce qu'on sent la vague arriver, le changement arriver, qu'en fait, donc, on veut tout de suite se l'arrondir un peu. raccrocher à son image pour en faire... On l'annule en citant... Parfois, pour l'utiliser à mauvais escient, je trouve. Voilà. Et d'autres... pour faire quelque chose de bien. D'abord, je fais « Oh !» J'ai dit d'abord « Oh !» Après, je suis non, attention. Et j'ai repensé à justement cette aliénation que justement on allait nous le remettre à l'envers et que finalement il fallait rester vigilant parce que tout d'un coup on pouvait aussi perdre la légitimité de dire non, c'est d'abord quelqu'un qui a resté à tout et qu'il est hors de question de se le faire accaparer par des gens qui pourraient s'en servir comme un... tu vois, l'adoucir, quoi, le faire entrer dans le moule. Tout doucement lui dire bon voilà, Fanon, il est temps de l'anesthésier. Ouais. L'anesthésier. Complètement. Ouais. Complètement. De le faire entrer au Panthéon, quoi. Ça avait déjà été envisagé pour l'aéroport de Fort-de-France. Et je m'étais opposé, mais alors j'avais décroché les lustres à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est l'aéroport. François Fanon. Non, Césaire. C'est Césaire, non, oui, pardon. À la base, il voulait... Ah non, j'ai cru que tu m'as dit que tu allais être d'accord finalement. Non. Okay. Ouais. C'est fort, ça. Ouais, c'est Césaire, non.
J'ai cru que tu En me tout disais, cas, cru que tu en me tout- disais, je vais changer d'avis. En tout cas, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, le monde dans lequel on va se projeter là dans quelques mois, dans quelques années, il est hyper excitant parce que j'ai l'impression qu'on est aussi. Bon, Olivier, Ah oui, j'ai une question. Est-ce que c'est pas trop dur d'être le fils de Fanon? Légitimement, est-ce que c'est pas parce que quand tu es entré tout à l'heure, on a dit c'est le fils de François Fanon, tu as senti dans l'atmosphère quelque chose qui était un peu électrique, quoi. On touche. Intouchable. Ouais, on touche quelque chose qui est de l'histoire, quoi. C'est comme si qu'il y avait le fils de Gaulle qui rentrait et tu fais putain, le fils de De Gaulle quand même. Ah. Ouais, mais j'aurais pas la même réaction. Non, mais tu vois, tu touches quand même l'histoire, en fait, qu'on le veuille ou non, quoi. Est-ce que toi, non, moi j'assume vraiment à 100%. Je ne suis pas du tout dans la métaphore. Je suis le fils de. Non, je suis un Fanon. Ouais, mais c'est direct, c'est pas le petit-fils, c'est pas le cousin, c'est pas l'oncle, c'est le fils. Je sais pas si tu. En fait, tu rigoles quand je fais ça. Non, mais c'est le fils, c'est pas le. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le. Il y a pas deux, trois personnes entre lui et le père. C'est directement. Tu parles de papa. Ouais. Qui est en face de moi, d'ailleurs. Non. Non, il faut arrêter. Là, ça, il t'a pas dit quelque chose. C'est que Alexandre, si je peux me permettre, on n'avait pas le droit, même moi, de l'appeler Alexandre sur le tournage. Quand il est venu me voir, il me fait écoute, bon voilà, j'ai un truc à te demander. C'est parce que moi, en fait, moi, je suis un peu. J'aime bien qu'on me demande, mais gentiment, quoi. Lui, il m'a pas demandé gentiment. Et ça serait bien qu'on l'appelle que Fanon sur le tournage. Oui, mais. Non, mais c'est parce que le moment où je te l'ai demandé, j'étais déjà plus moi dans ma tête. Ouais, voilà, c'est clair. Parce que et du coup, je t'ai demandé dans l'urgence en me disant, écoute, voilà, ça va pas être possible. Je sais plus. Et moi, je me Alexandre Bleuet, il n'existe plus. Voilà. Alors, tu sais, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, est-ce qu'il faut que j'en parle à l'équipe ou parce que je sais pas d'où ça allait. Oui, parce qu'on avait peur. Quel chemin j'allais dire à l'équipe que ça paraisse prétentieux pour les autres et qu'ils se disent, il se prend pour qui. Ouais, tu sais, je lui dis, est-ce que je réunis l'équipe? C'est le lieu de crise. Il y a un acteur là, il veut qu'on l'appelle Alex. Non, mais ce que j'ai aimé, vraiment, c'est que personne ne l'a pris comme de la prétention parce qu'ils avaient tous compris l'enjeu. Puisque de toute façon, tout le monde s'est investi sur ce film, l'équipe technique et tous les comédiens, mais je pense que c'est là aussi, de la même manière, avec le même engouement. Non, mais je pense que c'est là, très bien reçu. Je pense que c'est là où tu as gagné en leadership. Parce que faire ça là, il faut avoir un peu les. Non, mais c'est parce qu'ils m'ont autorisé aussi. Ils m'ont autorisé à avoir ce leadership. Et c'est ce qui m'a permis de me sentir bien. C'est vrai qu'ils l'ont respecté. Jamais on m'a appelé Alexandre. Que ce soit toute l'équipe technique sur le film, comme Jean-Claude, d'abord si Jean-Claude le fait, que les producteurs le font, tout le monde va le faire. Et les comédiens aussi, parce qu'il y a des comédiens de renommée, César Aizé, qui auraient pu se dire hey, lui, tu te calmes, mollo, tu débarques, qu'on fasse ce qu'on veut. Ils ont tous joué le jeu, parce qu'ils m'ont encouragé dans la mission que j'avais, qu'on avait tous. Et ça, c'était vraiment cool. Et jusqu'au chauffeur qui s'occupait de moi, lui aussi est rentré dans le jeu. Lui m'appelait Fanon. Ah, j'ai cherché Fanon. Je vais chercher Fanon. Docteur. Je vais chercher Fanon. Et c'est vrai que ça m'a permis de me sentir bien et ça m'a vraiment permis de faire ce voyage et d'avoir l'impression d'être à cette époque-là, à Bida ou chez lui. Et, ouais. Donc c'est un travail d'équipe. Il y avait Josie, on n'a pas beaucoup parlé de Josie. Josie, Déborah. Moi j'ai eu beaucoup de retours sur... vraiment. Et il y avait une première version qui existait avec Sébastien où Josie Fanon n'était pas aussi présente. On est arrivé jusqu'à la 4e version. Et on a fait à peu près une quinzaine, une vingtaine de versions. Dans la 4e, il y a un basculement où tout d'un coup on a fait remonter Josie et elle est devenue à fur et à mesure hyper présente avec ça. Et hier, dans une discussion avec des compatriotes antillais africains qui ont vu le film et qui ont félicité le travail sur Josie et ils m'ont dit c'est incroyable cette femme qu'ils ne connaissaient pas. Il y a très peu de gens qui connaissent Josie Fanon et pourtant il y a très peu de sources. Et pourtant, on sait, par rapport à tous les retours que nous avons, qu'elle a été énormément comptée auprès de ton père. Et ils ont dit, cette femme-là, c'est une potomitan, quoi. Tu vois, ils n'ont pas vu Josie. Ils ont vu une femme potomitan qui a permis à son mari... C'était le rock. Ouais. Mais aussi d'avoir son propre chemin. D'avoir ses propres idées, son propre chemin. Tu vois, c'était vraiment une modernité totale, quoi. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de retours après les projections, des gens qui disaient bah nous, ça nous donne aussi envie de voir un film sur Josie Fanon. Oui. Beaucoup de gens nous ont dit ça. Vraiment. Il y a un projet qui est en cours. Un projet. Tant mieux. Tant mieux. Faut qu'on se parle aussi. Hein. C'est une Américaine qui fait ça. Donc tant mieux. un truc de fou, quoi. Non,
Ce couple a été vraiment... et c'est vrai là, aujourd'hui, on a... Je tenais d'ailleurs à souligner, pardon, excuse-moi de te couper, parce que je me souviens au début, quand on travaillait sur les scénarios, tu avais dit à Déborah, écoute, avant, elle existait moi, on l'a essayé de la faire exister un peu plus. Si demain, tu penses que tu peux m'en parler, c'est ton personnage, et de la faire exister un peu plus, fais-moi des propositions, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que j'ai adoré chez Déborah François. Très grande comédienne, une humilité mais incroyable. Elle l'a regardée, elle lui a dit, elle existait déjà assez. Et moi, sachant comme Fanon, il n'y avait pas d'archives vidéo ou quoi que ce soit, il y avait juste un audio, elle avait fait le choix de ne pas copier la voix. Elle ne voulait pas la dénaturer. Elle a dit, on est en train de raconter l'histoire de Fanon, mais on raconte aussi en même temps l'histoire de sa femme. Je veux qu'on reste proche, qu'on reste fixe sur ce regard-là de Fanon, et qu'on la laisse exister comme ça derrière, parce qu'elle existe. Elle existe. Et ça, j'ai adoré. Ça, c'est l'humilité qu'elle a eue, parce qu'elle s'est dit... c'était le film comme qu'il ne fallait pas déformer. C'était le film qu'il ne fallait pas déformer, et que c'était très bien comme ça. Et Dieu seul sait à quel point... Dieu seul sait, tout le monde sait à quel point Déborah est quand même assez engagée dans la cause féminine, les droits de la femme. Elle aurait pu dire non, il faut qu'elle existe un peu plus. Elle a trouvé qu'elle avait sa place et qu'elle existait assez. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable de sa part. Non, mais c'est vrai. J'ai un article justement que je t'ai ramené sur ma mère, qui reprend donc tout son cheminement avant qu'elle connaisse mon père, leur mariage, leur voyage en Algérie, en Tunisie, etc. Donc elle a toujours été présente avec mon père jusqu'aux dernières pulsations de sa veine aux États-Unis. Donc, mais elle est très discrète. Donc avant de dire je suis l'épouse de Fanon, je suis Josie Fanon. Je ne suis pas l'épouse de France Fanon, je suis Josie Fanon. C'est fort. Elle a continué à travailler en Algérie, elle était journaliste, rédactrice en chef, elle a créé un journal ici à Paris. Enfin, mais très, très, très humble, très, très discrète. Alors, sans être naïf, mais je vais le dire, je pense que ça m'a... Le fait de travailler sur ce film m'a fait mûrir. J'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'allais un peu plus loin, c'est que ce film m'a permis de débloquer, comme dans des jeux, comme un étage, m'a permis de débloquer vraiment... alors, ça m'a débloqué en tant que réalisateur, et ça a confirmé que ce que j'étais en train de faire dans les thématiques de mes films était juste, et que c'était pas fini. Pour moi, avant que je commence Fanon, je disais « Ah, ça y est, je clore avec Fanon. Ça y est, j'ai fait la boucle de tous mes films sur mon identité, sur ma culture, sur tous les sujets sociétaux sur lesquels je voulais m'engager. Fanon, c'est la dernière personne qui résume tout mon combat. Il est au bout de tout ce que je vais faire. Mais au-delà du discours, ton père a redéfini ma carte artistique. Il m'a redonné foi à mon travail d'une façon créative. Et c'est là où je suis aujourd'hui, c'est qu'il m'a redonné envie de refaire des films différents peut-être, mais il m'a ouvert une porte qui est vraiment la liberté de créer et de librement créer. Et c'est là où tu parlais d'aliénation, qu'on doit se surveiller tous ensemble, parce que parfois tu penses que ton plafond de verre, tu ne peux pas l'exploser, mais une fois que tu l'exploses, tu vois l'immensité de tout ce que tu peux conquérir, de là où tu peux aller. Ben, c'est ça aujourd'hui. Fanon m'a permis d'éclater mon plafond de verre artistique. Et maintenant, je suis assoiffé, j'ai envie de faire d'autres films de plus en plus ambitieux, quoi. Il m'a rendu encore plus ambitieux. Moi, il m'a donné envie d'incarner des personnages qui, à chaque fois, auront un impact sur l'histoire. Et qui auront un impact sur la vie des gens et qui, peut-être, les guideront. Ou des personnages qui raconteront, qui pourront raconter ce qu'ils vivent à ce moment-là, qui feront en sorte que les gens se sentent moins seuls. Il m'a donné un objectif dans la carrière que je veux avoir plus tard. Pas une carrière futile où juste je fais des films pour raconter des histoires. Il m'a donné envie de faire une carrière qui servira aussi à des générations et qui servira à l'humanité. Ça va pas être facile. Surtout de trouver un rôle aussi impactant que celui-là. Non mais c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut... C'est vrai quand tu dis ça, c'est que... Aujourd'hui, on ne connaît pas le destin, mais c'est vrai que quand tu commences comme ça, c'est sûr que... Il ne faut pas que ce soit fadasse après, quoi. Et je te l'avais dit, quand tu as terminé le tournage, je t'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire après, parce que ce rôle que tu m'as proposé, il va définir les choix que je vais faire derrière, et j'ai l'impression que si je m'écoute,
Peut-être mais qu'il n'y aura peut-être aucun aussi- rôle qui me donnera encore Non, envie de mais faire des peut-être séries. aussi, moi je pense aussi que c'est ça aussi je parle pas de mimétisme, hein, mais je pense que ça va aussi permettre à l'industrie de voir que c'est possible et donner plein d'autres idées à plein d'autres réalisateurs, producteurs. Tu vois, il y a toujours, moi, il y a des films moi, qui ont été des déclencheurs chez moi. Je disais, mais c'est, moi j'ai parlé peut-être du film du Temps des Gitans de Kusturica, son premier film. Quand j'ai vu Le Temps des Gitans, qui raconte l'histoire, je crois que ça se passe en Roumanie, Oui. quand je vois ce film-là, mais je me dis, qui va s'intéresser à ces gens-là? Toi, c'était tellement improbable qu'on puisse faire un film là-dessus. Et c'est un film qui m'a bouleversé de poésie, de magie, toi. Et puis ce film-là m'a entraîné vers mon cinéma. Donc je pense que cette proposition-là peut permettre aussi à d'autres gens de dire, mais ça c'est bon, ça c'est possible. J'espère. Ça peut être un débloqueur en tout cas de mental. J'espère pour la génération d'acteurs afro aussi Qui attend et qui a faim et qui a envie. qui a besoin de s'exprimer aussi. Bien sûr. Qui a besoin de... Moi, ce rendez-vous, je voulais vraiment pour deux raisons. Je voulais ce rendez-vous déjà pour qu'on confronte ton réel et puis au cinéma. Je voulais aussi permettre, en tout cas nous, humblement de fermer une parenthèse, parce que c'est vrai que, bon, Alexandre, moi, on va partir encore peut-être sur d'autres aventures, mais que toi, tu vas porter peut-être plus longuement ce film que nous, parce que ça va faire partie de ton patrimoine, hein, ça c'est sûr. Et que, voilà, c'est comme si on voulait faire une passation officielle, voilà, on a fait ce film, maintenant il rentre dans tous les documents, dans tous les objets, dans tous les outils pédagogiques qui vont garnir un peu l'œuvre de Fanon. Mais je ne voulais pas le faire comme si on était dos à dos et que voilà, on a fait notre travail, parce que quand je suis venu la première fois, et avec le scénariste Philippe Bernard et avec Sébastien Nomo, quand c'était, voilà, on voulait un peu ton adoubement, mais on voulait quand même, voilà, on voulait que tu nous fasses partir sur quelque chose de fort, quoi. Et voilà, donc je l'ai fermé, cette parenthèse, en disant, voilà, Olivier, on l'a fait, maintenant ce film, il t'appartient, et c'est une façon de te dire merci de nous avoir fait confiance, quoi. Je te remercie, mais il appartient surtout aux spectateurs. Hein. Ouais, oui. Il appartient aux spectateurs. Oui. Ouais. Donc succès alors, hein. Succès pour qu'on puisse renouveler la donne. C'est un message, Éveil des consciences. c'est un boomerang qui est lancé et qui va revenir. Pas sur moi. Le mot de la fin, Oui. on va laisser à Olivier. Le mot de la fin, donc il n'y a pas de fin puisque l'histoire est en mouvement et tu contribues avec Alexandre au plus haut point. Fanon est un personnage qui interpelle. J'aime bien ce terme, mais qui épouvante aussi, dans le sens où dans certaines parties du monde, Fanon est occulté parce qu'il fait peur. Fanon inquiète, et Fanon rassure, parce que tout dépend de quel côté de la barrière on se trouve. Ceux qui sont du mauvais côté s'accrochent à Fanon. Fanon, c'est leur bouée de sauvetage. Ceux qui sont en face écartent Fanon, enterrent Fanon, aseptisent Fanon, tuent Fanon une deuxième fois. Donc le travail qui vient d'être fait magistralement par Jean-Claude et Alexandre va permettre à ces opprimés, aux damnés de la terre, de se retrouver et de comprendre que l'espoir fait vivre, qu'il y a toujours une porte de sortie. Voilà. Yes. C'est très encourageant. Ouais. Ok. C'était un rendez-vous avec Olivier Fanon et Alexandre Bouillet. Très enrichissant pour ma part, et surtout très émouvant. Donc merci beaucoup. Je t'en prie, c'est une émotion partagée. Yaman.